Mesdames et messieurs, bonjour. Dans les relations internationales, la prévention des conflits est un point essentiel et primordial pour le maintien des relations bilatérales et multilatérales entre différents États. C'est donc à cet effet que plusieurs ONG ont été créées. Le Centre de prévention des conflits en Afrique centrale et australe en fait partie. Et ce matin, nous recevons le président du conseil d'administration de cette organisation non gouvernementale, M. Belinga Ongolawili. Nous le recevons juste après ceci. Belinga Ongolawili, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour m'avoir invité pour édifier des milliers de Camerounais, pour parler de ce sujet qui nous tient à cœur parce que, en dehors que je suis président du conseil d'administration du Centre de prévention des conflits en Afrique centrale australe, je suis diplomate spécialisé dans la gestion des conflits, certifié de l'Université des Nations Unies, dont la gestion des conflits me tient à cœur et je le fais avec bon cœur. La gestion des conflits vous tient donc à cœur, vous le faites avec bon cœur. Alors moi je vais vous poser cette question, comment naît donc la prévention des conflits, ce centre, on va le dire ainsi, de prévention des conflits en Afrique centrale et australe? Comment naît ce centre? Après constat fait en 2015, nous avons vu qu'il y en a la recrudescence des conflits, des violences sur le terrain. Ce n'est pas seulement des conflits, il y a des crises. Plus au niveau de l'Afrique centrale australe, il nous est venu l'idée avec certains autres partenaires internationaux et nationaux de mettre en place le centre de prévention des conflits qui aujourd'hui a eu des autorisations et des accords du gouvernement camerounais et des organismes au niveau international tels que le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies, et la Commission nationale des droits de l'homme au niveau du Cameroun et d'autres bailleurs et partenaires internationaux avec un statut ECOSOC, le statut consultatif des Nations Unies, pour essayer de donner un point de vue pour ce qui est des conflits en Afrique centrale australe. Alors en quelques mots, pouvez-vous nous expliquer et expliquer à ces personnes qui nous regardent globalement qu'est-ce que ce centre, ou plutôt présenter ce centre globalement? Le centre est là pour la prévention parce qu'il faut toujours prévenir des conflits et des crises, donc des violences, parce que nous avons plusieurs types de conflits. Il y a des conflits internes, il y a des conflits externes. Les conflits internes, nous pouvons retrouver des conflits dans des familles, entre parents, entre enfants et parents, entre femmes et époux, etc. Donc il y a plusieurs conflits. Nous devons d'abord prévenir ces conflits. Nous faisons aussi la gestion de ces conflits parce que ces conflits, quand le conflit est déjà né, il faut gérer. Pour gérer ces conflits, il y a des techniques de gestion, il y a la manière de prendre ces gens, il y a un système de plaidoyer aussi que vous devez mener sur place. Nous faisons la formation, la culture de la paix, donc il faut inculquer des valeurs de paix. Si vous regardez la Bible, le seul mot que dans la Bible que vous pouvez retrouver plusieurs fois et que Jésus-Christ en partant nous a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, que la paix soit avec vous. Et dans la Bible, il parle de la paix plusieurs fois. Ça veut dire, si vous parcourez toute la Bible, vous allez constater que ce n'est que la paix que nous devons vivre. Donc il faut inculquer ces valeurs de paix. Et c'est dans ce cadre même d'ailleurs qu'il y a des églises. Parce que les églises sont là pour inculquer des valeurs de paix, pour lutter contre les violences que nous menons sur place. Donc nous faisons la campagne, nous faisons la culture de la paix, une formation dans la culture de la paix avec des sensibilisations sur le terrain, dans des écoles, lycées et universités, pour essayer d'inculquer des valeurs de paix aux jeunes Africains. Nous avons aussi un programme de formation sur le domaine de l'action humanitaire. Parce que l'humanitaire devient de plus en plus vaste, il faut intervenir. Je prends le cas du Nozo que nous parlons au Cameroun. Vous regardez quelqu'un qui a été victime, qui a perdu son père ou sa mère, et que vous revenez pour le prendre, il est d'abord touché psychologiquement. Donc il faut un professionnel bien spécifique qui peut agir à son niveau. Donc voilà à peu près brièvement des activités menées par le centre, des missions du centre que nous faisons, et nous essayons de restaurer la paix dans des zones en conflit. Alors, en tant que président du conseil d'administration, vous avez toute une équipe. Comment vous vous déployez sur le terrain dans le cadre de vos activités?
Je suis président du conseil d'administration. Il y a une direction qui est chargée de la mise en œuvre des projets et programmes mis en place et parfois votés par le conseil d'administration. Et dans cette équipe, nous avons des départements. Vous allez trouver un département de culture de la paix, un département de la pédagogie, un département de la gestion des conflits, un département. Et dans chaque zone en conflit, nous avons ce que nous appelons un point focal. Ça veut dire si vous arrivez à Buea, vous allez trouver un point focal avec un personnel bien établi pour des projets spécifiques. Si vous arrivez à Bamenda, vous allez trouver par exemple ceux qui sont là pour travailler pour nous. Si vous arrivez en Centrafrique, vous arrivez au Tchad, nous avons participé au dialogue de réconciliation qu'il y a eu au Tchad dernièrement et des résultats sont en cours parce que vous avez vu, il y a un nouveau Premier ministre au Tchad à l'heure actuelle et nous avons des activités à peu près partout pour essayer de résoudre ces conflits. Alors, au vu de ce déploiement sur le terrain, il y a une nécessité, la logistique, les moyens. Avec quels moyens? Nous faisons avec des moyens déjà l'organisme a ce que les membres ont ce qu'on appelle des cotisations. Donc il faut faire des cotisations parce que si vous prenez par exemple des membres du centre, vous allez trouver un Jean-Pierre Raffarin qui est plus impliqué dans la gestion des conflits et qui mobilise beaucoup d'autres partenaires au niveau de l'Union européenne. Donc en dehors des cotisations, nous avons nos propres partenaires au niveau de l'Union européenne. Je pense à la commune de Brest qui nous a fait un don de 2 conteneurs. Je crois que d'ici le mois de février, ça sera mis en place pour la distribution de ce dont vous allez retrouver le matériel médical, vous allez retrouver le matériel scolaire, vous allez retrouver le matériel de foot parce qu'il faut redorer le blason dans des zones en conflit en mettant le foot. C'est aussi un cadre de restauration de la paix parce que ça dégage des énergies. On parle de prévention du conflit, M. Belinga. Pensez-vous que vos actions quotidiennes sont efficaces au vu de tous ces troubles que nous observons actuellement, que ce soit en Afrique centrale et même en Afrique australe, pour rester justement dans votre cadre légal d'activité? Est-ce que, en âme et conscience, vous pensez réellement que vos actions sont efficaces? Parce qu'on parle de prévention, mais on a tout de même l'impression que des conflits naissent au quotidien. Oui, des conflits naissent au quotidien. Je vous ai dit, c'est un constat fait en 2015 et c'est en 2016 que nous avons mis le SANC en place. Donc, vous allez constater que certains ont eu la culture de violence, la culture de la haine, le tribalisme. Et parfois, c'est né par rapport à des difficultés d'insertion socio-professionnelle ou socio-économique qui, certains, ont bloqué l'appareil gouvernemental et d'autres croient qu'ils n'ont plus de place. Et c'est une manière aussi pour eux de communiquer, de dire que nous avons un mal, mais c'est une mauvaise stratégie. C'est pour ça que vous voyez des violences sur le terrain, parce que certains sont frustrés, pour parler comme au quartier, beaucoup sont frustrés. Et vous allez constater que c'est des jeunes qui sont plus axés sur le terrain, parce que c'est des jeunes qui sont les premières victimes et c'est eux qui sont manipulés, corrompus dans un système de violence je peux appeler ça de mensongère. On leur vend l'illusion en disant que si nous faisons ceci, vous aurez ceci. Si vous faites ceci, vous aurez ceci. C'est pour ça que nous avons un programme, par exemple, dans les régions de Nord-Ouest et Sud-Ouest, d'un cessez-le-feu. Beaucoup nous demandent souvent le cessez-le-feu. Est-ce que vous allez demander à la mer régulière de déposer les armes? Je dis toujours, ce n'est pas à demander à l'armée de déposer les armes, mais il y a un système d'un cessez-le-feu. Ce que nous sollicitons du gouvernement camerounais, c'est un pouvoir, ce qu'on appelle un mandat de pouvoir. Le mandat de pouvoir aura pour rôle, premier rôle, c'est de permettre à ceux qui sont leaders, parce que ceux qui sont au Cameroun, qui font des violences en brousse, qui sont portés les armes, ne sont pas les commanditaires de ces violences, mais les leaders
sont plus identifiés à l'étranger. Et ces leaders, nous pouvons le permettre, avec le mandat, soit de venir discuter au Cameroun, soit d'aller discuter sur un terrain neutre. Ça peut être à l'étranger. Là, ça va dépendre de... Vous êtes parmi ces personnes qui pensent que le Cameroun n'a pas l'étoffe nécessaire pour pouvoir concilier chaque partie. Nous avons le grand dialogue national et déjà à cette période, on estimait déjà que le gouvernement ne peut pas discuter avec ces personnes parlant du conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest et qu'il fallait un intermédiaire neutre. Et on parlait à cette époque de la Suisse. Bon, je ne suis pas ceux qui croient que le gouvernement ne peut pas dialoguer avec ces leaders qui sont résidents à l'étranger. Je voudrais donner le processus. Pour qu'un leader arrive au Cameroun, il faudrait avoir un pouvoir. Ce pouvoir lui donne, je peux appeler ça, c'est comme un accord de siège, un accord diplomatique qui va permettre à ces leaders séparatistes d'arriver au Cameroun, de discuter avec le gouvernement et de rentrer sans être inquiétés. Or, s'il n'y a pas cet accord, c'est pour ça que beaucoup croient que le grand dialogue a échoué. Oui, pourquoi? Parce que on n'a pas impliqué des leaders. Nous avons choisi des gens qui n'ont jamais porté des armes, qui n'ont pas un projet de sécessionniste, et non, on les a mis sur une table, alors qu'ils ne portaient pas l'idée d'un projet sécessionniste. Alors, ceux qui ont porté le projet doivent venir discuter avec le gouvernement et trouver des terrains d'entente. C'est pour ça que, parce que l'armée va rester dans ce que nous appelons dans le processus du cessez-le-feu, l'armée va rester dans la cassation des hostilités. Ça veut dire ils vont rester sur le terrain pour faire baisser les violences, éliminer les violences sur le terrain. Et quand vous finissez par les violences sur le terrain, on va arriver à un cessez-le-feu préliminaire. Ces cessez-le-feu préliminaires, c'est ces accords informels, les discussions que nous menons en place pour essayer de trouver des solutions entre les parties prenantes de l'affaire. Et là, on va arriver à un cessez-le-feu définitif, qu'on aura signé des accords de paix. Et là, il y aura la mise en place, parce qu'on a mis la charrue avant les bœufs, la reconstruction. Nous ne pouvons pas faire la reconstruction aujourd'hui s'il y a encore des violences sur le terrain. Nous ne pouvons pas mettre les DDR s'il y a encore les violences sur le terrain. Les DDR, les reconstructions, la décentralisation, c'est des outils. On appelle ça les instruments de consolidation de la paix. Ça veut dire, quand nous avons trouvé des solutions et des gens vous ont dit, voilà ce que nous recherchons, voilà ce que nous on veut, alors on met ces institutions pour dynamiser, pour remettre la personne en confiance et pour qu'il y ait la paix définitive. Si nous partons comme nous partons là, ce projet va encore se ressusciter parce que nous avons... Le processus est un monnaie. Oui, parce que nous aurons des partenaires financiers qui sont des ennemis du Cameroun, qui financent le projet de sécession, que si aujourd'hui nous prenons 2 ou 3 personnes leaders de ce projet, et ils disent nous on dépose, et que nous ne touchons pas aussi ceux qui sont leaders, qui sont les bailleurs de fonds de ce projet, ils pourront encore opter d'autres personnes sur le terrain. Et c'est pour ça que vous voyez qu'au jour le jour, on nous présente, on a tué tel général, tel cube de l'Ambabor et tout ça. Et d'autres naissent toujours. Pourquoi? Parce que c'est l'intérêt parfois de guerre. Et ceux qui financent ils ont leurs intérêts. Et c'est pour ça que dans la commission, dans l'équipe de négociation que nous avons composée, vous allez voir que nous avons mis les gens de renommée internationale qui sont reconnus, soit ceux qui sont des anciens fonctionnaires internationaux qui ont travaillé à l'ONU, comme l'ancien secrétaire général adjoint des opérations, chargé des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, qui a accepté de nous donner son expertise, comme Jean Célérien, qui fut l'ancien directeur des opérations à la Banque mondiale, qui nous a autorisé à travailler avec nous. C'est pour dire qu'ils pourront mettre une pression au niveau soit du FMI, soit de la Banque mondiale, pour des opérations de transactions d'argent, pour demander à ses partenaires, parce que vous ne pouvez pas vous asseoir sur une même table et avoir les mêmes pieds d'égalité, sinon ça ne pourra pas donner. Il faut toujours aller avec une force pour essayer de convaincre l'autre et parfois
par une autre pression et qui pourra voir qu'il est obligé de laisser ce projet séparatiste. C'est pour ça que je dis, c'est un canevas, c'est une équipe gouvernementale, non gouvernementale et parfois des personnes qui sont capables d'amener leur expertise pour atteindre nos objectifs. Parce que je vous fais regarder combien le Cameroun dépense depuis que nous avons commencé avec cette guerre séparatiste, combien de gens nous avons déjà perdus et qui sont tous Camerounais. Parce que ne vous trompez pas que ceux qui sont en bourse sortent d'ailleurs, c'est tous des Camerounais, mais qui sont frustrés par quelque chose et que nous faisons appel au gouvernement. Et je crois qu'à tout moment, je l'ai dit, soit dans les médias, soit par correspondance au chef de l'État, soit par des rencontres avec des dirigeants camerounais, que nous devons tout faire pour éliminer, pour finir avec le conflit dans le nord-ouest et sud-ouest. Et là, dans le département, dans le DDR, il y aura un département de désarmement. Et je demande aussi au comité de désarmement et de démobilisation de chercher des consultants, des experts qui peuvent les aider. Parce qu'il y aura au jour d'aujourd'hui, personne ne viendra déposer les armes de lui-même. Parce qu'il a encore peur de déposer les armes. Ça veut dire il faut à un moment les permettre d'aller en bourse, les prendre et dire vous serez en sécurité, venez dans les centres de DDR. Et si nous voulons le faire et dire même qu'en dehors de ça, beaucoup ne vont pas aller, beaucoup peuvent déposer des armes, je crois que ceux qui sont même arrêtés pour ce conflit, qui sont des leaders, on devrait aussi les laisser, ceux qui sont en prison, on devrait les libérer pour mettre un terrain de paix, de confiance, mais en leur donnant une sécurité. Ça veut dire qu'ils peuvent être sous surveillance de tous leurs mouvements et je crois qu'on peut le faire. Et dans le désarmement, il peut y avoir un département d'insertion. Parce que nous faisons des formations et dire qu'ils vont aller faire de l'agriculture. Beaucoup vont vous dire que nous faisons l'agriculture chaque jour, ça ne nous a rien donné et c'est pour ça que nous sommes entrés dans ça. Je crois que beaucoup de pays ont eu ces projets de sécessionnistes. Nous pouvons copier ces pays et voir ce qu'ils ont fait pour essayer de résoudre leurs problèmes. Et je crois aussi qu'au Cameroun, il y a un secrétariat d'État chargé des anciens combattants. On peut les prendre comme des militaires, on les met en formation et on leur met dans ce département et que le gouvernement pourra mieux les contrôler parce qu'ils seront dans l'armée et pourront être dans un système de discipline. Ou alors, la direction générale de la participation et l'éducation civique peut aussi les prendre et dire nous allons voir comment vous pouvez travailler avec nous, que de rester dans les centres que vous avez vus et des petits grèves dans ces centres, parce que ces centres ne sont pas bien appropriés et on n'a pas conçu quelque chose pour les accueillir. On a créé et on a choisi quelque part pour dire venez faire et parfois avec un petit budget qui ne peut pas satisfaire le besoin. Vous avez parlé du gouvernement, vous avez fait des propositions. Peut-être même vous avez répondu déjà à la question que je vous posais actuellement, mais avez-vous le soutien des différents gouvernements? Parce que là, vous parlez du nord-ouest et du sud-ouest, nous sommes au Cameroun. Est-ce que vous avez, dans les pays où vous vous trouvez, avez-vous le soutien des différents gouvernements? Parce qu'un tel projet ne peut pas se faire sans justement un soutien institutionnel appuyé, je vais le dire ainsi. Nous avons l'appui de plusieurs gouvernements qui travaillent avec nous. Je prends le cas du Cameroun, la Centrafrique, le Tchad, le Congo, qui nous soutient dans nos initiatives. Je n'oublierai pas la CEMAC, qui est avec nous au jour le jour, la CA qui travaille avec nous, les ambassades. Quand je parle des ambassades, ça veut dire que des pays, amis de ces pays aussi, tels que la France, les États-Unis, le Canada, qui travaillent avec nous, la Suisse, qui travaille avec nous, le système des Nations Unies qui soutient le projet. Mais ce qui est toujours, quand vous parlez du conflit qui existe déjà, parce que c'est un conflit interne. Je prends le cas du Nozo, c'est un conflit interne. Ce conflit interne, parfois,
c'est avec beaucoup de précautions que le gouvernement peut vous donner toutes les missions de gestion. Quand je parle d'un cessez-le-feu, certains n'ont pas cru à des rencontres avec ces leaders séparatistes. Je vous prends le cas au Canada, il y a eu la rencontre, ça a fait des bruits, vous avez suivi avec des leaders et certains qui financent, et ça fait que ça a ressuscité quelque chose auprès du gouvernement qui avait un peu la peur. Certains dirigeants avaient la peur que ça ne pourra pas donner. Donc je crois qu'ils doivent prendre ces risques. C'est un risque qui va résoudre le problème et c'est un risque qui va redorer, réamener tous les Camerounais tout autour. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, au jour d'aujourd'hui, la brigade anti-Sardina est en baisse. Parce que c'est grâce à nous, nous avons porté en disant au président, vous devez envoyer des gens qui ne seront plus bureautiques, qui ne seront plus seulement là dans les bureaux, sans discuter avec les populations. Parce qu'à l'époque, on avait des ambassadeurs. Pour rencontrer ton ambassadeur, c'était des problèmes. Mais vous voyez, dès qu'on a envoyé l'ambassadeur du Cameroun en France, il fait des efforts, des réunions, parfois dans les provinces, dans d'autres départements, pour réunir tous les Camerounais et voir des problèmes des Camerounais. Au jour d'aujourd'hui, même dans le ministère, au niveau du ministère des Relations extérieures, il y a un projet d'insertion des jeunes de la diaspora. Donc, ceux qui vivent à la diaspora, ils peuvent déjà trouver des solutions. Et il y avait aussi un problème de beaucoup qui quittaient ici, c'était des asiles. Ils ont fait des demandes de droit d'asile. Quand ils arrivaient, le gouvernement ne voulait pas, les ambassades ne voulaient pas discuter avec les gouvernements d'accueil pour essayer de résoudre leurs problèmes. Mais au jour d'aujourd'hui, nous constatons que beaucoup de choses sont en train d'être changées par rapport à nos cris, par rapport à tout ce que nous faisons sur le terrain. Ça veut dire que le centre travaille et je remercie des partenaires financiers, partenaires techniques, tous ceux qui travaillent avec nous, qui font que ce centre puisse avoir un nom de renommée au niveau international, au niveau national. Au jour d'aujourd'hui, personne ne pourra dire que le centre de prévention des conflits fait quoi sur le terrain. Alors, parlons donc de ce que vous faites sur le terrain actuellement. Quelles sont vos actions, par des actions concrètes? Si une personne lambda venait vous demander qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur le terrain, et moi je vais ajouter que ce soit à long terme ou même à court terme. Je vous ai parlé qu'on a un projet d'un cessez-le-feu qui est en cours sur le terrain. Et au jour d'aujourd'hui, ce que nous attendons seulement, c'est le mandat de pouvoir. Nous avons déjà fait l'identification de tous les parties prenantes. Ça veut dire tout ce que nous pouvons toucher pour résoudre ce conflit. Nous avons déjà fait. Donc, toutes les études d'identification ont été déjà faites. Nous avons déjà fait des recherches de financement parce que c'est coûteux pour ce genre de missions. Il faut mettre tous ces équipes sur le terrain pour les négociations, c'est coûteux. Nous avons déjà des partenaires qui ont donné l'OK de financer cette activité. Nous avons déjà lancé des processus avec le gouvernement pour les accords, tous les enquêtes de moralité, que ce soit à la délégation à la sécurité nationale, que ce soit à la recherche extérieure, que ce soit à la gendarmerie, ont été bouclés personne par personne, parce qu'on a demandé les dossiers de toutes les personnes que nous avons proposées et travaillées. Nous avons demandé au président de la République de mettre à notre disposition certains membres du gouvernement qui sont capables d'aller négocier. Parce que tout le monde n'est pas facile et tout le monde n'est pas accessible et tout le monde ne peut pas négocier dans cette affaire. Que nous devons nous dire les vérités. Ce n'est pas tous les ministres qui peuvent aller négocier parce que certains sont autant par des insultes, certains ne sont pas accessibles, certains auront un langage très violent qui ne peuvent pas scier avec ce que nous voulons ramener au Cameroun. Donc nous avons nous-mêmes essayé de regarder qui nous pouvons amener. Vous allez voir le ministre délégué chargé du Commonwealth, nous avons sollicité qu'il soit dans nos équipes. Le directeur du cabinet du Premier ministre, nous avons sollicité qu'il soit dans notre équipe. Nous avons sollicité le ministre chargé des missions à la présidente Moko
En fait, nous avons choisi quelques membres du gouvernement qui peuvent nous être utiles et qui peuvent nous accompagner. Et je crois qu'après la séance de travail avec le Premier ministre, il a été convaincu. Et comme l'appareil étatique n'est pas des tic au tac, donc nous attendons le retour. Parlons de formation, Monsieur Belinga. Disposez-vous des personnes suffisamment formées justement pour, je parle de votre équipe, pour justement gérer ce pan de la chose? On parle de prévention et est-ce que ces personnes également sont suffisamment outillées dans ce sens? Oui, nous avons fait appel des personnes, les hautes personnalités au niveau national, au niveau international. Et sur le terrain, parce que certains sont déjà un peu l'âge avancé, et nous sommes en train de faire des formations sur le terrain. C'est pour ça que je vous ai parlé de la formation du personnel humanitaire qui se passe sur le terrain avec nous. Nous recrutons des personnes que nous formons sur place et qui nous pouvons utiliser aux autres partenaires utiles qui peuvent utiliser. Donc ça fait que nous mettons en place ce canevas technique et le Cameroun dispose même beaucoup de spécialistes, de stratèges. Allez au ministère des Relations extérieures, vous allez trouver, il faut tout juste un peu de moyens pour essayer de résoudre ces problèmes. Et parfois, ils ne sont pas associés dans l'appareil technique politico pour donner leur avis. Je prends un exemple, si vous regardez Messanga Nyamye, le professeur Messanga, c'est quelqu'un vraiment qui peut apporter quelque chose, mais qui sera dans un combat politique. Donc, et qui, par un moment, qui ne sera pas associé quand il faudrait prendre des décisions. Ça fait que c'est très difficile. Mais il y a des techniciens et nous avons des Camerounais expérimentés avec des capacités à l'étranger que nous avons aussi fait appel. Je prends le cas du professeur Nyamsi qui est en Belgique, qui est directeur du centre de stratégie et des conflits en Belgique, qui nous a donné son accord et qui est Camerounais. Donc il y a un personnel bien qualifié. Alors, nous tirons vers la fin de notre entretien. Avez-vous donc un message à passer à toutes ces personnes qui nous regardent? Oui, je voudrais commencer par ceux qui sont dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest et qui ont porté les armes, qui sont des jeunes. Je leur demande de déposer des armes et, comme je leur dis toujours, parce que si dans les centres de DDR de Bamenda et Bouya, si vous trouvez 100 jeunes qui ont déposé les armes, je crois que j'ai permis à 90 de déposer des armes. Je leur demande... C'est un succès. Oui. Donc, quand vous avez dit des projets faisables, allez regarder sur le terrain, on va vous dire. Nous avons sensibilisé déjà dans 100 établissements sur la culture de la paix. Allez au lycée de Moliko, allez au lycée bilingue de Kounou, allez à Bamenda, au lycée bilingue de Bamenda, allez même jusqu'à l'extrême nord. Ces personnes sont réceptives? Ils sont réceptifs. Et beaucoup de jeunes m'appellent, beaucoup de jeunes redemandent même. Ils demandent des petits renforcements des capacités, inculquer des valeurs de paix et tout ça. Donc je crois que ça donne. Et parfois même, c'est parce que le jeune n'est pas... Ils prennent souvent la décision des jeunes, parfois sans associer des jeunes. Donc, à un moment, il fallait donner la parole aux jeunes et essayer de comprendre le problème de la jeunesse. Nous sommes aussi en train de voir avec le ministère de la Jeunesse, dans le cadre du plan triennal spécial jeunes, que ces jeunes qui ont déposé les armes deviennent prioritaires, qu'ils soient prioritaires pour leur micro-projet. Donc, ce projet est en cours avec le ministère de la Jeunesse et nous sommes en train de le faire. Donc, je fais un clin d'œil au ministre de la Jeunesse qui travaille au jour le jour. Et il a fait une tournée dans ces deux régions. Ça a donné l'écho. Je fais un clin d'œil au Premier ministre qui au jour le jour, depuis qu'il a été nommé, j'ai proposé la première mission c'était de descendre sur le terrain et il l'a présenté au chef de l'État, le chef de l'État qui avait validé. Ça fait écho parce que beaucoup de ministres, beaucoup de nos dirigeants partent discuter avec les gouverneurs, préfets qui n'ont jamais porté des armes. C'est de discuter avec ceux qui ont porté des armes, je peux dire ceux qui sont directement intéressés par ce problème, que d'aller discuter avec quelqu'un qui n'a pas ce type de projet. Donc,
et au gouvernement de nous comprendre, d'essayer de donner des facilités, de nous donner ce mandat que nous recherchons tant. Il y a déjà eu, ça fait presque 1 an qu'on a bouclé avec des enquêtes de moralité. Je crois qu'il est temps d'arrêter des hostilités sur le terrain. Et pour arrêter des hostilités sur le terrain, ce processus, nous devons obtenir tous les documents nécessaires et de libérer certains leaders séparatistes qui sont enfermés dans les prisons pour qu'ils peuvent mieux aussi nous aider à nous donner d'autres informations parce qu'ils ont des informations et ils savent comment ce projet a été initié et je crois que nous allons trouver des solutions. Donc je dis au chef de l'État, il nous a dit, il est mendiant de la paix, qu'il soit vraiment et qu'il continue à être mendiant de la paix pour que nous trouvons des solutions au conflit dans les régions du nord-ouest et sud-ouest et qu'il nous facilite et en signant des autres, parce que ce n'est que le chef de l'État seul qui signe les pouvoirs, ce que nous appelons les pouvoirs. On peut appeler en français facile un mandat et qui va faciliter à ceux qui vont venir de ne pas être inquiétés et pour trouver des solutions et comprendre même pourquoi ce projet séparatiste ou sécessionniste, parce que vous allez constater aujourd'hui, certains parlent de la décentralisation, croyant que la décentralisation va régler le problème, et qui ne va jamais régler. Certains parlent de fédéralisme, croyant que le fédéralisme va régler le problème, ne va jamais être réglé. Certains parlent de projets sécessionnistes, séparatistes, croyant que ça va résoudre le problème qui ne va jamais être réglé, et ça sera un conflit de ping-pong, avec des gens qui vont mourir, avec les pertes financières, les pertes matérielles, et qui sont énormes et énormes. Je crois que c'est tout juste une signature qui peut être signée aujourd'hui et demain réenlevée. Donc, ce n'est pas à vie, comme on peut dire. Donc, si cela est fait, nous allons trouver des solutions. Merci, M. Belinga Ongolawi. Merci pour votre interview. Merci parce que vous êtes venu vers moi pour prendre des activités du SANC, pour édifier des milliers de Camerounais, pour informer au public de ce qui se passe dans les régions du nord-ouest et sud-ouest et dans les conflits et crises dans nos centres d'intervention. Merci beaucoup et merci à toute votre équipe. Merci. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien de ce jour. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici à là, n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes pour ne rien rater.